Bien, donc on commence ce cours par les objectifs. Donc ce cours, quand vous regardez l'ECN, il y a deux objectifs. Le numéro 80, endocardite infectieuse, diagnostiquer une endocardite et argumenter l'attitude thérapeutique. Et le numéro 105, surveillance des porteurs de valves et de prothèses. Et notre référentiel, c'est le référentiel habituel qui est le PILI et le CNPILI. Ça, c'était pour endocardite. Pour péricardite, il y a aussi un objectif dans le CN qui est le numéro 274, qui est péricardite aiguë. Diagnostiquer, identifier les situations d'urgence. Alors c'est parti, on va vous faire 3 cas cliniques. Et on va essayer de couvrir avec ces 3 cas cliniques l'ensemble donc de ces 3 thématiques. Alors on commence par le cas clinique. Donc c'est un patient de 65 ans qui a une hypertension artérielle qui est traitée et bien équilibrée. Le patient est adressé aux urgences par son médecin traitant, car depuis 3 mois ça ne va plus. Il y a une altération de l'état général avec des épisodes de frissons et de sueur nocturne. Donc vous êtes l'interne des urgences ou l'externe des urgences et vous notez une température à 38,5. Il existe un souffle non connu d'insuffisance mitrale, une grosse rate, donc une splénomégalie, et des pétéchies au niveau des membres inférieurs. Le reste de l'examen clinique est normal, il n'y a pas d'allergie connue. Donc vous réalisez un premier bilan biologique qui montre, en fait non, il arrive avec un bilan qu'avait fait son médecin devant cette altération de l'état général, et vous notez 11 g d'hémoglobine, des leucocytes à 10 000, dont 85% de polynucléaires, les plaquettes sont normales, et une séracryprotéine à 60, pour une normale du laboratoire inférieure à 10. Première question, quel diagnostic évoquez-vous? Petit A, méningite infectieuse, petit B, endocardite infectieuse, petit C, pyélonéphrite, pneumopathie bactérienne et sinusite maxillaire. Pardon? Ça tombe bien. Donc, le diagnostic que vous suspectez aux urgences, c'est le diagnostic d'endocardite infectieuse. Alors maintenant, la question qui vous est posée, c'est, vous avez évoqué ce diagnostic, sur quels arguments dans l'observation vous orientez vers ce diagnostic d'endocardite? Alors, qui c'est qui intervient? Allez-y, prenez la parole, on est entre nous. Allez. Mademoiselle avec le gilet bleu-violet. Allez-y. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Vous aviez raison. Donc toutes les items étaient bons. Donc fièvre au long cours, souffle cardiaque non connu, splénomégalie, pétéchie, syndrome inflammatoire. Et donc on a essayé de vous faire à chaque fois, bien entendu, un cas clinique avec des questions et des réponses. Et puis on a mis des slides pour vous expliquer un peu ces différentes maladies. Donc l'endocardite infectieuse, il faut que vous reteniez que c'est une maladie qui est certes cardiaque, puisque c'est une atteinte des valves cardiaques, de l'endocarde, mais qui se présente le plus souvent comme une maladie systémique. Une maladie systémique multiforme, c'est-à-dire qui va toucher pas que l'endocarde. Certes, au départ, c'est l'endocarde, mais vous allez voir qu'il y a des complications et ça se présente souvent comme une maladie systémique. Alors ce qui est assez constant, c'est la fièvre, qui est présente dans environ 90-95% des cas d'endocardite infectieuse, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a des endocardites infectieuses chez des patients qui sont apyrétiques, mais la fièvre est vraiment un très bon élément d'orientation. Et quand vous avez l'association d'une fièvre et d'un souffle cardiaque non connu, j'insiste sur le non connu, eh bien c'est un élément qui doit vous faire évoquer ce diagnostic d'endocardite infectieuse. Alors l'existence d'une splénomégalie est présente dans 20 à 40% des cas. Et en fait, plus l'ancienneté des symptômes existe, et plus vous aurez la chance de palper cette grosse rate. Et dans certaines circonstances qu'on va voir tout à l'heure, dans les endocardites aigus, qui évoluent depuis très peu de temps, eh bien, il n'y a pas très souvent cette grosse rate, parce que la grosse rate, c'est le témoin de la mise en route de la réponse du patient à l'infection.
Quatrième point important, bien entendu, ce sont le signe cardiaque. Et parmi les signes cardiaques, l'existence d'un souffle. Et puis, bien entendu, toutes les conséquences possibles de l'atteinte de l'endocarde, des valves. Au bout d'un moment, les valves sont détruites, donc n'assurent plus leur fonction mécanique. Et les patients peuvent se retrouver en insuffisance cardiaque. Et s'il y a une extension du processus au reste du tissu cardiaque, il peut y avoir également des troubles du rythme. Donc c'est pas rare qu'on fasse le diagnostic d'endocardite chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque. Et on dit classiquement que tout OAP, œdème aigu du poumon fébrile, doit faire évoquer le diagnostic d'endocardite. Et puis il y a un signe, alors ça, le cinquième, vous ne le trouverez pas dans le PILI, ni dans le CNPILI, parce que ça c'est un signe de terrain, c'est ce qu'on appelle la pseudobronchite. C'est des patients qui en fait ont eu une errance diagnostique, parce que c'est pas toujours très simple, le diagnostic d'endocardite, et qui a eu une errance diagnostique en ville, avec des patients qui sont traités comme des bronchites à répétition, donc ils reçoivent des cures d'antibiothérapie pour des traitements de bronchite, et en fait, ce sont des manifestations à minima de l'œdème aigu du poumon, et en fait, ce qu'on prend pour des bronchites, c'est des signes d'OAP à minima. Donc ça, vous ne le trouverez pas, mais c'est très classique quand on s'intéresse aux endocardites d'avoir ce signe. Je vous l'ai dit, l'endocardite, c'est une maladie qui touche l'endocarde et qui peut entraîner des manifestations extracardiaques. Et on vous a mis ici la liste des manifestations que l'on peut observer. Des manifestations cutanées, purpura, faupanari d'Osler, érythème palmoplantaire, hémorragie sous-unguale, hippocratisme digital. Des manifestations ophtalmologiques, et il faut bien regarder les conjonctives de vos patients. Et souvent, vous pouvez voir ce qu'on appelle un purpura conjonctival. Et puis des choses très particulières au fond d'œil qu'on appelle les taches de Roth, mais qu'on voit de moins en moins parce que là aussi, c'est souvent les manifestations de phénomènes qui évoluent depuis un certain temps. Et ce que l'on observe très souvent, par contre, dans la pratique au quotidien, c'est d'une part des signes neurologiques sous forme soit d'embolie, soit d'hémorragie, et des atteintes ou des atteintes rhumatologiques. Et c'est pas rare que le patient se présente avec une mono ou une polyarthrite, et surtout, il peut se plaindre d'avoir entre guillemets mal au dos, ce qu'on appelle des lombalgies, par une atteinte infectieuse des vertèbres, qu'on appelle une spondylodicite. Également peut exister des atteintes rénales de gravité variable, avec en particulier des atteintes glomérulaires. Donc vous voyez, c'est vraiment une maladie qui peut se présenter sous de formes complètement diverses, soit sous forme d'un accident vasculaire cérébral fébrile, et tout accident vasculaire cérébral fébrile doit faire évoquer le diagnostic d'endocardite, ou sous forme, par exemple, d'une atteinte de spondylodicite qui doit faire également évoquer le diagnostic. Donc tout spondylodicite doit faire évoquer le diagnostic d'endocardite infectieuse. Alors il y a une petite particularité qui est l'endocardite du cœur droit du toxicomane, qui s'injecte des produits. Donc très souvent, en fait, le patient va s'injecter, va faire une infection au niveau de son site où il s'injecte, en particulier avec du staphylocoque doré. Et le staphylocoque doré ensuite va migrer dans la circulation. Et comme il s'injecte par voie veineuse, le premier relais va se situer à droite. Et ça entraîne très souvent des endocardites du cœur droit. Voilà. OK ? Bien. Alors, petite question d'épidémiologie. Concernant l'épidémiologie des endocardites, quelles sont les propositions exactes ? C'est une infection dont la prévalence est en diminution. Elle touche majoritairement les sujets jeunes. Elle peut être d'origine nosocomiale. Elle atteint plus souvent les hommes que les femmes. Et elle peut survenir chez des patients ayant une cardiopathie congénitale opérée. Alors, qui intervient ? Monsieur. Non, vous. Ouais, bon. Pardon ? Alors, elle peut être d'origine nosocomiale, elle atteint plus souvent les hommes que les femmes, elle peut survenir chez des patients ayant une cardiopathie congénitale. Qu'est-ce que vous pensez le reste ? Est-ce qu'il est bon ? Pour l'instant, il y avait eu un sans faute. Va-t-il continuer ? Quelle pression !
La réponse est CDE. Bravo. Alors, petite explication. Alors, comme je vous le disais, sur le principe, sur la définition, c'est une infection des valves cardiaques. Mais comment ça se passe en fait? Eh bien, c'est une infection des valves cardiaques qui est due à la greffe et la multiplication d'un agent infectieux au niveau de l'appareil valvulaire. Et ceci fait suite à une bactériémie. Donc, en fait, il y a une bactériémie et le micro-organisme va venir se localiser au niveau de l'endocarde. Et là, il va y avoir une prolifération de micro-organismes et ça va aboutir à ça. Ici, ce que vous voyez ici, c'est une photo péropératoire d'un patient qui est opéré, ce qu'on appelle une végétation. Et la végétation, c'est, je prends toujours ça comme image, c'est comme des lasagnes. Bon, il est un peu tôt pour imaginer des lasagnes, mais c'est comme des lasagnes. C'est-à-dire, en gros, vous avez des plaquettes et de la fibrine, et puis, sur cette plaquette et cette fibrine va venir se mettre le micro-organisme, ça va proliférer, il va de nouveau avoir un agrégat de plaquettes et de fibrine, et il va y avoir des espèces de couches comme ça qui va aboutir à ce qu'on appelle ici la végétation, qui est vraiment la définition histologique de l'endocardite. Alors en termes d'épidémiologie, c'est une maladie, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà fait les infections urinaires ou les infections pulmonaires, c'est quelque chose de très fréquent. Que vous soyez médecin généraliste ou que vous travaillez à l'hôpital ou que vous soyez même chirurgien, eh bien vous aurez à faire face à des infections urinaires ou des infections pulmonaires. L'endocardite, c'est beaucoup plus rare, puisque vous voyez que l'incidence, c'est 33 cas par an par million d'habitants. Donc ça fait à peu près entre 1500 et 2000 cas par an en France. Donc ce n'est pas une maladie très fréquente. A l'inverse, c'est une maladie dont l'incidence est absolument stable selon toutes les enquêtes qui sont faites en France et d'ailleurs dans le monde, montrent que l'incidence elle est stable. Ce n'est pas une maladie qui diminue, et ceci malgré la diminution du rhumatisme articulaire aigu qui faisait avant le lit de l'endocardite. Mais c'est une maladie qui est grave, certes peu fréquente mais grave. Vous voyez que la létalité est de 16 à 20%, et ça touche, comme vous aviez répondu, plus souvent les hommes que les femmes. Le sexe ratio est de 2 hommes pour une femme. Alors là, il y a des informations importantes dans votre pratique, pas seulement pour l'examen, mais pour votre pratique. C'est en 2018, eh bien, on fait le diagnostic d'endocardite chez les patients qui n'ont pas de valvulopathie connue dans près de 50% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avant on disait l'endocardite, ça touche des patients qui ont, entre guillemets, un souffle connu, donc une maladie de l'endocarde connue, et donc on disait c'est eux qui vont faire l'endocardite infectieuse. En fait, maintenant, en 2018, c'est très fréquent, et nous à Pompidou, on voit quand même beaucoup d'endocardites, et je peux vous dire que dans notre expérience de terrain, eh bien, très souvent, les patients ne sont pas suivis par leur médecin généraliste ou par leur cardiologue pour un souffle cardiaque connu. Et donc le message pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir évoquer ce diagnostic d'endocardite, même si le patient n'a pas de cardiopathie connue. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, ça ne veut pas dire que la valve est saine, mais en fait, c'est un patient qui n'est pas suivi pour un souffle mitral ou aortique. Ça, c'est la première notion. Ensuite, la notion importante, ce sont ce qu'on appelle les endocardites sur prothèse. Donc, la population française vieillit. C'est comme le reste, l'endocarde vieillit. Les valves, au bout d'un moment, sont en dégénérescence, et donc il faut les changer. Et très souvent, donc, on a recours à la mise en place de prothèses cardiaques. Et comme vous le savez sûrement, parce que vous avez fait l'infection osseuse, il me semble, la semaine dernière, eh bien, à chaque fois qu'il y a du matériel étranger, ce matériel étranger est un facteur de risque infectieux et de greffe bactérienne sur le matériel infectieux. Et bien entendu, quand un patient a une prothèse cardiaque, là aussi, il est plus à risque qu'un patient qui n'en a pas de faire une endocardite infectieuse. Et vous voyez que la mortalité sur ces endocardites sur prothèse est de 20 à 30%, donc qui est plus élevée que l'endocardite sur valve native, et qu'on considère que les endocardites sur prothèse, c'est à peu près 20% des endocardites. D'accord? Donc là, le message aussi important pour vous, c'est que si vous suivez chez vos patients, vous suivez un patient qui a une prothèse cardiaque, attention, il est plus à risque que les autres de faire une endocardite infectieuse. Alors pour ces endocardites sur prothèse, il y en a de 2 types.
il y a celle qu'on dit précoce, c'est-à-dire qui survient dans l'année qui suit la mise en place de la prothèse. Et alors c'est important, c'est embêtant que ça sorte. Et en fait, c'est important de faire ce distinguo parce que les micro-organismes ne sont pas les mêmes. Quand l'endocardite survient dans l'année qui suit la mise en place de la prothèse, c'est essentiellement du staphylocoque, qui soit doré ou qui soit à coagulase négatif, alors que lorsqu'on dépasse les 1 an, eh bien, les micro-organismes sont similaires à ceux responsables d'endocardite sur valve native. Et ceci est tout à fait important parce que l'antibiothérapie est complètement différente si vous avez une endocardite sur prothèse précoce ou une endocardite sur prothèse tardive. Alors ce schéma pour vous montrer la répartition des endocardites. Alors, vous avez ici en gris les hommes et en plus foncé, gris foncé, les femmes. Eh bien, vous voyez que maintenant le pic d'endocardite se situe entre 75 et 79 ans. Et ça, c'est tout à fait important, parce qu'on disait avant, l'endocardite, ce sont les sujets jeunes. Maintenant, c'est fini. Vous voyez, les sujets jeunes, il y en a très très peu. Et les sujets jeunes que l'on voit, et c'est essentiellement justement des patients qui ont des cardiopathies dans l'enfance, qui sont opérés, et qui, eux, vont faire l'endocardite parce qu'ils ont en particulier du matériel étranger. Donc ça, c'est vraiment cela qu'on voit, du moins en métropole. Et donc, vous voyez que le pic des femmes, c'est à peu près la même chose que les hommes en termes d'âge. Et regardez ici, à l'extrême droite, ici, vous voyez, il y a des endocardites sur des âges extrêmes de la vie. Et ceci est tout à fait important, en particulier pour ceux qui feront de la gériatrie plus tard, ou de la médecine générale, c'est qu'il faut savoir évoquer le diagnostic d'endocardite également chez des personnes qui sont âgées, voire très âgées. D'accord ? Donc l'endocardite, vous voyez, maintenant, c'est cette tranche-là entre 70 ans et 80. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez de cette épidémiologie ? Je réinsiste sur le fait qu'il n'y a pas de valvulopathie connue dans près de 52% des cas. Est-ce que ça touche plus la mitrale que l'aortique ? C'est 50-50. Il n'y a pas de localisation préférentielle entre l'aortique et la mitrale. Retenez ce chiffre de 20% d'endocardie sur prothèse. Et puis, il y a aussi une circonstance que l'on voit également parce qu'on en pose de plus en plus. Ce sont les pacemakers ou les défibrillateurs implantables. Et on estime qu'à peu près 5% d'endocardite sur pacemaker ou défibrillateur implantable. Alors, cette diapositive vous explique un peu tout ça. En fait, vous explique toute l'épidémiologie. Pourquoi on assiste à cette tranche d'âge? Pourquoi on assiste à tout ça? Premièrement, il y a une diminution du rhumatisme articulaire aigu, ce qui fait qu'il y a une diminution de l'endocardite chez les sujets jeunes. Encore une fois, ceux qu'on voit le plus souvent maintenant, ce sont des cardiopathies congénitales opérées. Il y a une augmentation des valvulopathies dégénératives, les calcifiantes, oui, rappelez-vous, je vous ai dit, dégénérescence, mise en place de prothèses. Donc, et ça va à mettre en parallèle avec l'augmentation de la durée de vie de la population française, européenne ou nord-américaine. Il y a une augmentation de la mise en place des prothèses cardiaques. Et puis, il y a un élément tout à fait important, c'est ceci, c'est l'augmentation des interventions thérapeutiques invasives, comme les cathéters ou les dialyses. Ben, on va de plus en plus loin dans le soin, et à chaque fois qu'on met des cathéters en réanimation, ou des chambres implantables dans le secteur d'oncologie, ou des patients qui sont en dialyse, en hémodialyse, et bien à chaque fois c'est du matériel étranger, et à chaque fois bien entendu il y a des manipulations, et il y a des risques d'infection, et on voit de plus en plus d'endocardites liés à tout ça. La preuve en est, c'est que quand vous regardez ce qu'on appelle les endocardites associés aux soins, alors les endocardites associés aux soins, c'est à la fois des endocardites nosocomiales, qui par définition surviennent après 48 heures d'hospitalisation. Ça, c'est la définition d'une infection nosocomiale, comme le reste, comme une infection urinaire nosocomiale ou une infection pulmonaire nosocomiale, c'est après 48 heures d'hospitalisation, et qui n'existait pas à l'entrée du patient. Donc ça, c'est un premier groupe, et le deuxième groupe, c'est justement tout cela. Tous les patients qui sont, par exemple, suivis en hémodialyse ou suivis à domicile pour de la nutrition parentérale sur des portacates lors des patients qui sont dénutris par leur chimiothérapie, eh bien, ces deux groupes de patients
on les regroupe dans ce qu'on appelle les endocardites associés aux soins. Et vous voyez que dans cette enquête qui avait lieu en 2012, dans ce papier qui avait été publié en 2012, un papier français, eh bien, il y avait 26% des endocardites associés aux soins. Donc c'est énorme, 26%. Donc il faut vraiment que vous reteniez cette notion qu'il y a de plus en plus d'endocardites qui sont liés, je dirais, à l'amélioration de la prise en charge médicale. D'accord ? Bien. Alors, question numéro 4. Quels sont les examens paracliniques, le ou les, vous savez, à chaque fois, vous avez le singulier pluriel, à prescrire, même si on n'attend qu'une seule réponse, à prescrire indispensables pour le diagnostic. Panoramique dentaire, examen cytobactériologique des urines, échographie cardiaque, radiographie du thorax, hémoculture. Alors, qui va intervenir ? Vous, oui, grande chanceuse. Alors, la C, la E. Est-ce que tout le monde est d'accord avec C et E ? Oui ? Oui. Bravo. Il fallait vraiment lire l'intitulé de la question. Hein. Nous avons marqué indispensable pour le diagnostic. Eh bien, les deux éléments importants, on appelle ça la pierre angulaire du diagnostic d'endocardite infectieuse, c'est d'une part l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque, on va le voir, est tout à fait important pour faire le diagnostic et mise en évidence de la fameuse végétation. Et puis les hémocultures, parce que les hémocultures, ça va vous donner le micro-organisme responsable de l'endocardite infectieuse. Le reste, ça le panoramique dentaire, éventuellement, lorsque on met en évidence du streptocoque, eh bien, on va voir si le patient n'a pas un foyer dentaire responsable de ça. Ça, l'examen cytobactériologique des urines, ça va dépendre beaucoup du micro-organisme responsable. C'est plutôt la recherche de la porte d'entrée. Et puis la radiographie du thorax, ça peut être importante, en particulier si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, justement pour voir s'il y a à la radio des signes d'insuffisance cardiaque, mais ce n'est pas pour le diagnostic. D'accord ? Donc le conseil qu'on vous donne, il faut vraiment bien lire l'intitulé de la question. Alors, j'ai déjà répondu presque à la question. Quelles informations attendez-vous de cette ou de ces examens ? Alors, quelqu'un du fond, qui est le plus au fond ? Mademoiselle. Pardon ? J'entends pas. A, B, C, D, E. Mise en évidence de l'espèce bactérienne, mise en évidence de la végétation, quantification de la fuite, recherche d'abcès périvalvulaire, évaluation de la fonction cardiaque. Bravo. On voit que vous avez un peu travaillé quand même. Hein, donc... Ah ouais. Bon, l'année prochaine, on va faire plus compliqué alors. Donc, ou alors pour l'examen. Ouais. Alors, mise en évidence de l'espèce bactérienne, oui, les hémocultures. Mise en évidence de la végétation, oui. Quantification de la fuite. Alors ça, c'est tout à fait important parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, très souvent, le processus infectieux va faire qu'il va y avoir une destruction de la valve. Et forcément, si la valve est détruite, eh bien, en particulier, elle ne va plus assurer sa fonction de fermeture. Et donc, il va y avoir une régurgitation, donc ce qu'on appelle une fuite. L'abcès périvalvulaire, ça c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que d'une part, ça peut vous expliquer certains troubles cardiaques, et puis d'autre part, l'existence d'un abcès périvalvulaire, eh bien, très souvent, ça modifie la prise en charge thérapeutique. On va le revoir. Et puis, une évaluation de la fonction cardiaque, oui, ça c'est majeur. Rappelez-vous, hein, très souvent, les patients peuvent être en insuffisance cardiaque, donc c'est tout à fait important d'apprécier le retentissement de ce qui se passe au niveau de la valve sur la fonction cardiaque. Diagnostic microbiologique.
Alors, donc, la mise en évidence de l'organisme responsable, donc, comme vous l'avez vu, va se faire d'une part par les hémocultures. Donc ça, c'est du diagnostic direct, c'est-à-dire la mise en évidence de la bactérie ou de ses composants. Ça peut se faire aussi sur la culture des valves quand le patient est opéré. S'il est candidat à la chirurgie, on va récupérer les valves, les végétations, on va les mettre en culture. Et c'est en particulier intéressant si les hémocultures au départ étaient négatives, pour plein de raisons qu'on va évoquer plus tard. Et enfin, sur ces valves, on peut faire aussi de la PCR. Donc soit de la PCR universelle, c'est-à-dire qu'on va cibler un gène qui sera commun à la plupart, voire à toutes les espèces bactériennes connues. Et derrière, on va séquencer ce gène pour identifier l'espèce bactérienne qui est présente. Ou alors, si on suspecte une bactérie en particulier, on va faire une PCR spécifique à partir de ces valves. En général, les deux choses sont demandées si les hémocultures étaient négatives. On fait à la fois de la PCR universelle et de la PCR spécifique à la recherche de certaines bactéries spécifiques dont on va parler plus tard. Donc, à côté de ça, en particulier, encore une fois, si les hémocultures étaient négatives, on peut faire ce qu'on appelle du diagnostic indirect, donc de la sérologie. On va rechercher des anticorps dirigés contre des espèces qui sont susceptibles de provoquer des endocardites, en particulier des espèces qui ne poussent pas. Donc, c'est la catégorie de ce qu'on appelle les hémocultures, enfin les endocardites à hémoculture négative. Donc, plus en détail sur ces différents points. Les hémocultures, donc elles sont à prélever avant toute antibiothérapie, parce que l'antibiothérapie va décapiter la recherche par culture des bactéries. En particulier, quand on parle d'endocardite, parce que quand on parle d'endocardite, la bactériémie est faible. Donc, si on ne prélève pas bien les hémocultures, ça ne poussera pas. Il ne faut pas prélever sur cathéter, et surtout, il faut informer le laboratoire de la suspicion d'endocardite infectieuse, puisque, encore une fois, comme la bactériémie est faible, la durée d'incubation des hémocultures sera prolongée. Elle est classiquement de 5 jours, 4 ou 5 jours selon les laboratoires, dans une bactériémie classique. Quand il s'agit d'une suspicion d'endocardite infectieuse, elle est poussée jusqu'à 15 jours. Et on arrive à rattraper un certain nombre de cultures de cette manière. Les hémocultures doivent être répétées, donc moins de 3 hémocultures le premier jour. Et en général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réaliser 3 hémocultures à 30 minutes d'intervalle, ou 3 hémocultures à répartir dans les 24 premières heures. Et on a vraiment besoin de ces 3 hémocultures pour ensuite affirmer endocardite ou non, en fonction du reste de l'examen clinique, évidemment. Alors, plus précisément, en ce qui concerne les endocardites à hémoculture négative, donc par définition, ce sont les endocardites infectieuses certaines, donc diagnostiquées par l'échocoeur, par exemple, dans lesquelles 3 paires d'hémocultures, les 3 paires dont je viens de parler, aérobie et anaérobie, sur 24 à 48 heures, restent stériles. Ça représente 5 à 10% des endocardites infectieuses. Ça ne veut pas dire que ce sont des endocardites à bactéries qui ne poussent pas. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu antibiothérapie avant le prélèvement. Donc ce sont des endocardites à bactéries de culture classique, rapide et normale, mais dans lesquelles il y a eu une antibiothérapie. Et dans le reste des cas, dans l'autre moitié des cas, ce sont des endocardites à bactéries qui ne poussent pas dans les conditions de croissance classiques du laboratoire. Donc, ces causes d'endocardite à hémoculture négative, donc antibiothérapie préalable, organisme difficile à isoler selon les méthodes microbiologiques standards, ce que je viens de dire, et également site de végétation associé à des bactériémies de faible intensité. Donc, en particulier, parois du cœur, les endocardites sur les sondes de pacemaker, et sur les valves prothétiques également, sur lesquelles les bactériémies sont plus faibles, parce que ça décharge moins qu'une valve native qui est lésée. Et derrière, on a encore, évidemment, les causes non infectieuses d'endocardite. Les agents infectieux des endocardites à hémoculture négative, donc en particulier les bactéries qui ne poussent pas dans les conditions standards de laboratoire. On en a un certain nombre. Elles sont globalement toutes plus ou moins associées à un terrain. Et le diagnostic se fera pratiquement toujours à la fois par sérologie et par PCR. Donc, lesquelles sont-elles? Donc, il y a d'abord Bartonella ensele, qui est l'agent de la maladie des griffes du chat, qui est associé à griffures, morsures de chat et à leur puce. Bartonella quintana, qui est donc, lui, associé à des conditions socio-économiques et des hygiènes de vie précaires. Coxiella burnetii, l'agent de la fièvre Q, qui est en fait la bactérie à retenir dans tout ça, la plus fréquemment retrouvée.
qui est associé en général avec du contact avec le bétail, des produits animaux, les fromages, etc. Brucella, donc l'agent de la brucellose, les chlamydia plus ou moins, et les champignons qui ne poussent pas dans des flacons d'hémoculture bactérienne. Donc là, en général, c'est des terrains là encore très particuliers avec soit la mise en place d'un caté veineux central, une antibiothérapie prolongée, surtout les patients immunodéprimés et les toxicomanies intraveineuses. Et à côté des champignons, il y a les levures, Candida en particulier, qui est aussi associée à la toxicomanie par voie intraveineuse. Alors, comment on fait le diagnostic microbiologique d'une endocardite à hémoculture négative? On répète les hémocultures, 3 nouvelles hémocultures standards. On ajoute des hémocultures pour recherche de levure. Et on réalise tout le panel de sérologie dont on dispose, à la recherche en particulier de Coxiella burnetii, donc l'agent de la fièvre Q, des Bartonella, et surtout ça. Et derrière, si ça c'est encore négatif, on peut associer d'autres sérologies qui sont listées là. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y a de nombreuses réactions croisées entre ces différentes sérologies, en particulier entre les espèces de Bartonella, les chlamydia, les mycoplasmes, etc. Mais ça, il faut discuter avec le laboratoire pour essayer de faire le bilan. En plus, on rajoute un tube de sang hépariné pour culture cellulaire de Coxiella burnetii, Bartonella et PCR de Trophirema whipplei, qui est l'agent de la maladie de Whipple. Donc, plus ou moins culture et PCR à partir des végétations valvexisées. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il faut rajouter des hémocultures, ajouter des hémocultures à la recherche de levure, et puis faire le panel de sérologie dont vous disposez, plus ou moins des recherches par PCR des bactéries qui ne poussent pas dans les conditions de laboratoire standard. Toujours dans le diagnostic, on va dire, biologique et anatomo-histologique, on va examiner la valve cardiaque. On va faire un examen histologique, cultiver cette valve cardiaque et puis faire des techniques de PCR séquençage, éventuellement congeler les tissus si on veut faire des recherches supplémentaires une fois qu'on aura fait les recherches classiques. Donc l'examen histologique de la valve va permettre de voir des micro-organismes et éventuellement d'orienter les analyses biologiques derrière. Bien compris l'importance de ce qui se passe au laboratoire. C'est vraiment fondamental que vraiment ça soit fait. C'est vraiment typiquement autant dans les pneumonies. Très souvent, on n'a pas de diagnostic, c'est plus sur la clinique. En médecine de ville, par exemple, on n'a pas recours forcément à la bactériologie. Les infections cutanées, c'est pareil. Là, l'endocardite infectieuse, vous ne pouvez pas vous passer des hémocultures, quoi. Et des sérologies lorsque les hémocultures sont négatives. Alors l'autre versant, je vous l'ai dit, c'est l'échographie. Alors ici, je vous montre une photo d'une échographie cardiaque. Vous avez ici l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et puis vous avez ici sur la mitrale cette image dense. C'est typiquement l'image qu'on a en échographie d'une végétation cardiaque. Alors l'échographie cardiaque, elle est pathologique dans 80 à 90% des cas. Vous allez commencer par faire une échographie transthoracique, et si celle-ci est négative, et très souvent maintenant, de plus en plus, on a recours à l'échographie transœsophagienne. Il faut savoir que l'échographie transœsophagienne est plus sensible pour mettre en évidence une végétation que l'échographie transthoracique, et en particulier chez les patients qui sont porteurs soit de pacemaker, soit de valve cardiaque. Mais on commence toujours par une première échographie transthoracique parce que c'est quand même beaucoup plus simple que l'échographie transœsophagienne. En dehors de ça, de cette végétation, bien comme on l'a vu sur la question, ça permet de mettre en évidence éventuellement un abcès, la destruction valvulaire, le retentissement sur la fonction myocardique et la quantification des fuites valvulaires. Alors l'élément important, et on vous a mis 2 croix sur cette diapositive, c'est qu'il faut la répéter. Alors ça veut dire quoi la répéter? Ça veut dire que dans notre expérience, on peut très bien on a des patients qui ont des hémocultures positives à un germe responsable d'endocardite. La première échographie qui est faite, elle est négative. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne voit rien. Eh bien, il est clairement dit, et ça a été repris par les sociétés européennes et américaines, qu'il faut la répéter
Alors la répéter entre J5 et J10, parce qu'une première échographie cardiaque peut être négative à J0, enfin au moment où vous la faites, et puis positive 7 jours plus tard. Et puis c'est bien aussi de la répéter, en particulier si vous avez un phénomène clinique qui apparaît, des patients qui se mettent en insuffisance cardiaque, il faut bien entendu la répéter. Alors, ça traîne encore dans les livres, le bilan immunologique avec la mise en évidence de complexes immuns circulants, de protéinuries, de compléments et le facteur rhumatoïde. Honnêtement, si vous restez dans la lignée de l'examen puis de l'internat, il faut que ça figure dans votre tête. Mais dans la pratique quotidienne, honnêtement, la chose la plus importante, c'est la protéinurie. Parce que la protéinurie, ça peut vous orienter vers un diagnostic de glomérulonéphrite, et donc ça peut avoir des conséquences sur la prise en charge. Le reste, des facteurs rhumatoïdes, le complexe immun circulant et le complément, on n'en fait pas grand-chose dans la vie, en sachant que c'est loin d'être constamment positif. Et puis, comme vous le savez, il y a d'autres maladies qui donnent des facteurs rhumatoïdes positifs. Donc, pour notre part, on a quasiment abandonné ce type d'examen qui n'apporte pas grand-chose dans la prise en charge et dans le diagnostic. Alors ça, bien entendu, ce n'est pas à apprendre. C'est simplement pour vous dire qu'il existe des critères qu'on appelle les critères de Duke. Alors Duke, c'est pour la Duke University, qui est une université américaine, qui est un centre d'excellence des endocardites infectieuses aux États-Unis, et qui ont fait des critères pour dire, en gros, il y a des endocardites qui sont certaines, et elles sont certaines si vous avez un certain nombre de critères, dont 2 critères majeurs, et puis etc. etc. En fait, dans les critères majeurs, vous retrouvez la microbiologie avec des hémocultures positives avec germes responsables d'endocardite infectieuse. Vous retrouvez ici la fameuse sérologie Coxella Burnetti qu'il faut demander devant une endocardite à hémoculture négative. Et puis vous avez l'autre versant, qui est le versant, je dirais, échographique, l'atteinte de l'endocarde, donc des signes écho et cliniques. Alors, à votre stade, bien entendu, il ne faut pas apprendre ces critères. Ça sert à quoi ces critères ? Ça sert à ce que lorsqu'on lit un article scientifique sur l'endocardite infectieuse, et bien maintenant il n'y a plus aucun article où les patients ne sont pas classés selon cette classification de Duke, certaines, possibles ou rejetées. Mais ça ne sert pas à apprendre au quotidien, à prendre en charge les malades. Donc ça, c'est tout à fait important de le préciser. Par contre, c'est des critères qui sont reconnus dans le monde de l'endocardite infectieuse, et dans les articles, pour moi, ces critères sont fondamentaux. Donc sachez qu'ils existent, sachez que ça permet de classer les patients, mais que ça ne permet, c'est pas ça qui va nous dicter notre conduite au quotidien. Bien, poursuivons le cas clinique. Alors, la question numéro 6. Quels sont l'examen ou les examens à prendre en charge dans le cadre à prescrire dans le cadre de la prise en charge du patient? Alors, je vais faire du milieu. La demoiselle avec l'écharpe rose et le pull beige. A, B, D. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Tout le monde est d'accord? Oui? Eh bien non. Alors, pourquoi tout est important? Alors, la créatinémie, c'est tout à fait important. D'une part, les patients peuvent avoir déjà une insuffisance rénale liée à leur maladie. Et surtout, bien, vous avez vu la tranche d'âge où ça survient, en particulier à des âges un peu extrêmes. Très souvent, les patients ils peuvent avoir une insuffisance rénale qui préexiste. Et ça va être tout à fait important pour... Allez-y. Parfait. Pour adapter la posologie des antibiotiques, et en particulier, on va en parler des aminosides. Alors le CG, le CG c'est tout à fait aussi important. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des abcès périvalvulaires avec une extension au niveau donc, du myocarde, et il peut y avoir des troubles du rythme ou des troubles de la conduction liés au processus infectieux qui dépassent l'endocarde. Donc c'est fondamental d'avoir un ECG. Alors l'imagerie abdominale, alors ça aussi c'est important, pourquoi? Mais parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie systémique. Il peut y avoir, à partir de l'endocarde, le
le détachement de fragments de cette végétation qui va donner ce qu'on appelle des emboles, qui peuvent être soit qui peuvent contenir des germes ou pas de germes. Et ces emboles, elles vont très souvent se localiser, et en particulier se localiser au niveau de la rate et ou au niveau du foie. Et c'est important d'avoir une première imagerie abdominale. Vous voyez, j'ai marqué imagerie abdominale pour ne pas rentrer dans les détails écho versus scan. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous travaillez, mais maintenant, honnêtement, c'est plus facile d'avoir un scanner pour faire vraiment une espèce de cartographie de ce qui se passe. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est important d'avoir ça au moment où vous prenez en charge le patient, parce qu'il peut y avoir des anomalies qui surviennent après, des embolies qui surviennent après la mise en route du traitement, et ça peut changer la prise en charge thérapeutique. Donc c'est tout à fait important de savoir si oui ou non il y a déjà des emboles quelque part, en particulier au niveau abdominal. Alors la protéinurie des 24 heures, ça je vous l'ai dit, c'est important pour la glomérulonéphrite. Et puis le groupe Rhésus, ça c'est fondamental aussi de l'avoir, parce qu'on va le voir dans la suite du cours, il y a à peu près un patient sur 2 qui va être opéré dans le mois, pendant son séjour hospitalier, pour la prise en charge de son endocardite. Donc c'est quand même un patient sur 2 maintenant en 2018 est opéré au cours d'une endocardite infectieuse. Donc c'est important d'avoir un groupe et un Rhésus. Alors une fois que vous avez fait le diagnostic, on a vu le diagnostic microbiologique, le diagnostic échographique, il faut faire 2 choses. Il faut rechercher les complications, donc on en a parlé, scanner abdominal, une imagerie cérébrale s'il y a des signes cliniques. Alors là, il y a tout un débat sur lequel je ne vais pas rentrer, de savoir est-ce qu'il faut faire une imagerie même s'il n'y a pas de signes cliniques, ou versus faire une imagerie que s'il y a des signes cliniques neurologiques. Voilà, donc honnêtement, même dans le monde de l'endocardite, ce n'est pas encore résolu cette question-là. Après, honnêtement, tant que vous êtes parti pour faire un scan thoraco-abdominal, vous montez sur ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est bien. Donc nous, à Pompidou, dans la prise en charge de l'endocardite infectieuse, on fait un scan de haut en bas. Le ionogramme sanguin pour apprécier la fonction rénale, et puis l'atteinte glomérulaire. Donc ça, c'est les complications de l'endocardite infectieuse. Et puis la deuxième chose que vous allez faire, qui est probablement beaucoup moins urgent. Le plus urgent, c'est de faire le diagnostic. Le plus urgent, c'est de faire la thérapeutique. Le plus urgent, c'est de rechercher les complications. La porte d'entrée, honnêtement, ça peut attendre. Je m'explique. Eh bien, on va voir sur les micro-organismes responsables. Et en fonction du micro-organisme responsable, si vous avez un streptocoque, vous avez dit viridons, on dit plutôt streptocoque oraux, eh bien vous allez chercher une porte dentaire digestive. Il y a des germes qui sont très particuliers, comme celui-ci, qui sont associés à des tumeurs digestives. Les entérocoques, c'est plutôt des portes d'entrée urinaires, et puis le Staph aureus, c'est plutôt la porte d'entrée cutanée, des choses que vous savez. Il suffit de savoir où est la niche du micro-organisme, et vous allez comprendre où est la porte d'entrée. À toi. Alors, les 3 hémocultures prescrites révèlent la présence de Coxiella gram positif. Vous êtes d'accord, c'est violet. En diplocoque et en chaînette. Quelles sont les espèces bactériennes que vous évoquez? Vas-y. Qui c'est qui parle là? T'as désigné qui? Oui. Donc, quelle réponse? D? D-E. Il y a un débat sur le A, c'est ça? C'est ça. Donc DE, tout le monde est d'accord? Et alors A, qui vote pour A? On va dire la moitié. La moitié d'entre vous a raison. On ne peut pas exclure que ce soit un entérocoque. Les entérocoques se présentent plus fréquemment en diplocoque, mais ils peuvent aussi être en chaînette. Donc oui, les réponses c'était ADE. Je le rappelle, je pense que je peux vous le passer. Je crois que ça c'est acquis maintenant. Les staph sont en amas, les streptocoques et entérocoques sont en chaînette ou en diplocoque. Les deux sont Gram+. Donc les niches, je rappelle les staphylocoques, flore cutanée, fosse nasale,
et les plis en particulier, donc les aisselles, les plis inguinaux, etc. Streptocoque et entérocoque, flore oropharyngée et digestive, et en fait ça dépend des espèces. Les entérocoques c'est plutôt digestif, les streptocoques en fonction des espèces sont soit dans l'oropharynx, soit au niveau digestif. Très rapidement, je refais un petit tour de la classification des streptocoques. Donc, vous vous rappelez, on va distinguer les streptocoques bêta-hémolytiques, donc hémolyse totale, qui sont ce qu'on appelle les streptocoques pyogènes, des streptocoques alpha et non hémolytiques. Donc, alpha-hémolytique, c'est l'hémolyse partielle ou verdâtre. Donc, les pyogènes sont ceux auxquels on va attribuer un groupe de Lancefield. Donc, dans cela, on trouve le streptocoque du groupe A, streptocoque pyogènes, le streptocoque du groupe B, streptocoque agalactié, et le streptocoque des groupes C et G, qui sont les streptocoques dysgalactiés, qui sont très proches du pyogènes. Donc ACG habite au niveau de l'oropharynx, plus ou moins de la flore cutanée, et le streptocoque du groupe B, lui, est plutôt au niveau digestif et vaginal. Donc les deux, vous vous rappelez, sont responsables de pathologies très très différentes, avec le strepto B qui est surtout responsable d'infections materno-fétales et néonatales, alors que les ACG sont responsables de trucs très divers, de l'angine à la scarlatine jusqu'à la fascite nécrosante, etc. Les streptocoques alpha et non hémolytiques, qu'on appelle les streptocoques viridans, qui est plus ou moins abandonné en effet, on préfère aujourd'hui parler plutôt des streptocoques oraux versus les streptocoques digestifs. Les streptocoques oraux, donc le pathogène, c'est le pneumocoque. Et avec lui, on trouve les streptocoques mitis, oralis, salivarius, etc. Les streptocoques dits digestifs vont avoir une espèce qu'on va retrouver très souvent comme pathogène chez l'homme, qui est Streptococcus galolyticus. Étiologie des endocardites infectieuses. Sur une valve native, en fait, les principaux organismes qu'on va identifier vont être les streptocoques. À la fois aussi bien des streptocoques oraux que des streptocoques dont je viens de vous parler, Streptococcus galolyticus. Derrière ça, on va retrouver comme principal pathogène le staph doré. Et ensuite, plus ou moins, d'autres grammes plus, entérocoques, staph coagneg, plus ou moins quelques levures. Et voilà, 5% d'endocardite à hémoculture négative. Oui. Tout à fait. Son habitat, c'est l'oropharynx. Mais c'est rarement responsable d'endocardite, tout à fait, si la question est là. Les streptocoques oraux responsables d'endocardite, c'est surtout Mitis oralis. Les endocardites sur prothèse, là, la répartition change un peu, en particulier s'il s'agit d'une prothèse récente ou pas. Si c'est une prothèse récente, on va surtout retrouver le staph doré, des staph coagneg et aussi des streptocoques, encore une fois oraux et Streptococcus galolyticus, mais beaucoup moins que sur des valves natives. Ce qu'on a mis dans les autres bactéries, c'est ce qu'on appelle les bactéries du groupe ASEC. Celles que vous connaissez, c'est Haemophilus, en particulier Haemophilus influenzae. Donc les bactéries du groupe ASEC, ce sont des bacilles à gram négatifs, petits bacilles à gram négatifs, qui ne sont pas des entérobactéries et qui sont des bactéries de la flore oropharyngée. Donc là-dedans, il y a Haemophilus agregatibacter, je vous ai mis la liste, retenez surtout Haemophilus. Et ces bactéries, bien qu'elles soient parfaitement cultivables, vont souvent ne pas pousser sur les hémocultures que l'on réalisera à la recherche dans une suspicion d'endocardite, parce qu'elles sont associées à des bactériémies de faible intensité. Vous décidez d'instaurer un traitement antibiotique. Parmi ces différentes possibilités, quels sont ceux que vous choisissez? Quels sont ceux que vous choisissez? Donc, je vous rappelle, à la question précédente, vous aviez vu des cocci à gram positifs en diplocoque et en chaînette. Demoiselle en pull blanc, ouais. Donc amoxicilline, seule. Donc BD. BD, c'est ça votre réponse? Les autres sont... Les autres sont perplexes. BD, c'était parfait.
c'est bien la bonne réponse. Tu veux faire le... Donc BD était la bonne réponse, on va voir un peu pourquoi. Donc le traitement de l'endocardite infectieuse, il y a deux volets. Il y a le volet curatif et le volet prophylactique. Donc alors le volet curatif, ça repose sur une antibiothérapie classiquement bactéricide, c'est-à-dire qu'on utilise des antibiotiques qui vont tuer les bactéries et prolonger. Pourquoi prolonger? C'est parce que vous avez vu cette végétation-là. Eh bien, cette végétation, c'est un lieu qui est un peu difficile d'accès pour les antibiotiques. Rappelez-vous, hein, cette espèce de couche de fibrine, de plaquettes de bactéries. Et donc, on considère que le traitement des endocardites infectieuses, du fait de cet accès difficile pour les antibiotiques, eh bien, on doit faire des durées assez longues. Je dis bien assez longues. Alors, le laboratoire de microbiologie, c'est fondamental dans la prise en charge. Pourquoi? Parce que c'est le laboratoire qui va faire le diagnostic des hémocultures positives. Et puis, c'est d'une aide parce qu'on peut réaliser d'autres techniques plus précises que l'antibiogramme. Certes, l'antibiogramme de la bactérie isolée, mais également ce qu'on appelle les CMI, hein, les concentrations minimales inhibitrices. Car classiquement, on va le voir, on se fonde sur cette CMI pour déterminer les modalités de la thérapeutique. Il y a aussi un élément important, c'est le dosage des antibiotiques, à la fois à la visée d'efficacité et à la fois à visée de ne pas être toxique. Donc efficacité, c'est essentiellement pour si on utilise les glycopeptides, voire les bêta-lactamines, et la toxicité, c'est pour les aminosides, être sûr qu'on n'est pas toxique pour le rein. Et puis ce qui est fondamental, bien entendu, c'est de faire des hémocultures sous traitement, parce que lorsque les hémocultures sont négatives sous traitement, c'est un bon élément pour dire que votre patient évolue dans le bon sens. A l'inverse, lorsque les hémocultures restent positives alors que le patient est bien traité, c'est un élément défavorable qui peut faire reconsidérer la prise en charge thérapeutique. Donc un aspect médical. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a un aspect chirurgical. Et il y a des indications qui sont claires. Un patient qui est en décompensation cardiaque non contrôlée par le traitement de son OAP, l'abcès valvulaire, la destruction des valves d'une manière irréversible. De toute façon, c'est pas parce que vous allez mettre des antibiotiques que ça va guérir l'aspect mécanique de la destruction valvulaire. Donc ça, c'est assez clair. C'est vraiment des indications où il faut opérer les patients. Deuxième indication, c'est une indication d'ordre infectiologique, c'est le non-contrôle de l'infection, la persistance d'hémocultures sous traitement, d'hémocultures positives sous traitement, et puis la fièvre persistante. Troisième indication, les complications emboliques. Et lorsque vous avez des grosses végétations au niveau de l'appareil valvulaire, on dit classiquement supérieur à 10 mm, et que le patient a embolisé, eh bien, c'est une indication à faire un changement de valve. Et puis, il y a certaines endocardites pour lesquelles on est plutôt chirurgical. Les endocardites à champignons, parce que c'est très, très difficile de guérir une endocardite à champignons sans recours à la chirurgie. Et puis, il y a ça, mais alors ça, c'est très, très débattu, des endocardites à Staph aureus sur prothèse. Il y en a certains qui disent qu'on peut éventuellement les traiter que par voie médicale, d'autres qui disent qu'il faut associer médico-chirurgical. Bref, ce cas de figure, c'est pas à retenir pour vous parce que c'est un peu compliqué. Déjà dans le monde de l'endocardite, les gens ne sont pas tous d'accord. Et puis il y a un volet de prophylaxie que nous reverrons. Alors on vous a fait quelques tableaux. Honnêtement, je ne pense pas que... Bon, si on se projette à l'internat, je ne pense pas qu'on puisse vous faire des cas trop compliqués d'endocardite infectieuse. En plus, l'objectif de l'ECN, c'est principe du traitement. Donc, en théorie, vous n'avez pas à savoir les posologies à utiliser. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eu égard au cas clinique, vous voyez que lorsque vous avez un streptocoque qui est sensible à la pénicilline, le traitement, vous avez le choix entre pénigé, amoxicilline ou ceftriaxone, plus ou moins Genta. Donc, d'où la réponse avec ou sans gentamicine. Et il faut retenir, à la limite, vous pouvez retenir que l'amoxicilline, c'est beaucoup plus simple. Et la seule chose, c'est qu'il a été validé sur les endocardites sur valve native, que l'on pouvait faire soit 1 mois d'amoxicilline seule, d'accord, soit 15 jours d'association amox plus Genta.
Les deux sont validés dans la littérature, et donc les deux peuvent être utilisés pour traiter un patient. Alors vous allez me dire, si on dépasse le cadre de l'examen, qu'est-ce qu'on choisit plutôt? Alors je veux dire que nous, ce qu'on fait, c'est que, vous avez vu la tranche d'âge où ça survient. Et donc pour les personnes qui sont relativement âgées, on préfère maintenant le traitement 1 mois d'amoxicilline que l'association Amox-Genta. Pourquoi? Parce que même bien surveillé, eh bien, on a des pépins avec des aminosides chez les personnes âgées, c'est clair. Donc nous, on privilégie nettement la solution Amox seul 1 mois. Je ne sais pas quelle est pareil. Voilà. Honnêtement, on a eu des pépins, et là, on sait que l'apparition d'une insuffisance rénale, en particulier toxique, liée à des aminosides, ça majeure la mortalité des endocardites infectieuses. Pour les entérocoques, retenez également l'amoxicilline. Alors là, on associe avec de la gentamicine. Alors je vous ai mis classique. Ça c'est classique, ça traîne partout. Hein. C'est 6 semaines de traitement total, donc 4 semaines de bithérapie. Donc vous voyez, c'est long. Et là aussi, donc là c'est en plus une attitude qui n'est peut-être pas forcément dans les bouquins, mais on a, nous, raccourci nettement la durée de la bithérapie dans les endocardites à entérocoque. On fait maintenant plus que 15 jours de bithérapie. Je ne sais pas comment vous faites sur Cochin, mais nous, on est passé maintenant à 15 jours et non pas le classique 4 semaines de bithérapie suivi de 2 semaines d'amoxicilline seule. Donc il faut retenir que entérocoque, c'est Amox plus Genta, et que c'est une durée plus prolongée que pour un streptocoque, c'est 6 semaines de traitement. En cas d'allergie à la pénicilline, ce qui n'était pas le cas du patient, oui, eh bien on utilise un glycopeptide, donc l'avancomycine ou la teicoplaning, si on a une allergie à la pénicilline. À toi. Alors, le lendemain, le germe est identifié comme étant un Streptococcus galolyticus, subspécies galolyticus, ce qu'on appelait également auparavant, vous le trouverez peut-être dans des bouquins, Streptococcus bovis. Concernant cette espèce bactérienne, quelles sont les propositions exactes? Quelles sont les propositions exactes? Alors, qui va parler? Qui en demande? Elle dit E et uniquement E. Ah, pardon. Ok, c'est E. Que dit la plèbe? Que la E là-haut. Bon, en fait, il n'y a pas de piège. Hein. Ce n'est pas Galolyticus à connaître dans cette question, c'est les streptocoques. La question porte sur la sensibilité générale des streptocoques. Donc, il y avait une seule bonne réponse et c'était bien la E. Pour aller donc plus dans les détails. C'est un peu ça. S'il y a une question, il y a toujours, c'est... les streptocoques et les entérocoques vont être donc naturellement sensibles aux bêta-lactamines. Et n'oubliez pas que les entérocoques sont toujours résistants aux céphalosporines. Comme quelle autre espèce? Listeria. Parfait. Gram plus, donc naturellement sensible aux glycopeptides. Il y a des résistances décrites, mais c'est très rare. En ce qui concerne les antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines, donc les macrolides, l'incosamides, streptogramines, ils sont naturellement sensibles, mais il y a des résistances naturelles. Okay, des résistances acquises. Résistance naturelle de Fécalis à la clindamycine, donc les lincosamides et aux streptogramines, et puis des résistances acquises pour les streptocoques de manière générale. N'oubliez pas aussi qu'ils sont résistants de bas niveau aux aminosides, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter des streptocoques ou des entérocoques par une monothérapie par aminoside. Par contre, si on les associe à des bêta-lactamines ou des glycopeptides, on aura une synergie et les aminosides vont récupérer une action et
et donc l'association sera synergique et bactéricide. En ce qui concerne les antibiotiques actifs sur les acides nucléiques, en particulier donc les quinolones, retenez qu'ils sont naturellement résistants aux fluoroquinolones qui ne sont pas anti-streptococciques. Donc ils sont, en gros, retenez surtout, ils ne sont sensibles qu'à la lévofloxacine et la moxifloxacine, pas aux autres fluoroquinolones. Ils ne produisent jamais de bêta-lactamase. Streptocoque, entérocoque, jamais de bêta-lactamase. En tout cas, pas encore décrite. Donc les résistances acquises, je viens de vous le dire. Donc les bêta-lactamines, les streptocoques qui sont fréquemment résistants aux bêta-lactamines, ce sont les streptocoques oraux. Donc pneumocoque 20 à 30%, streptocoque mitis et oralis plus de 50%. Et vous vous rappelez, ce sont des streptocoques qui sont fréquemment responsables d'endocardite. Donc c'est dans ces cas-là qu'il nous faudra absolument des CMI et éventuellement une association avec des aminosides. Et bien déterminer quelle molécule utiliser. Voilà, le mécanisme, c'est une modification des PLP que vous avez déjà vu quand on a évoqué le pneumocoque. Et encore une fois, jamais de bêta-lactamase chez les streptocoques. Ils peuvent acquérir des résistances aux macrolides et apparentés, quelle que soit l'espèce. Ça existe pour toutes les espèces et ça concerne 20 à 50% des souches. Les aminosides, retenez qu'ils sont, dans plus de 99% des cas, résistants à bas niveau à la gentamicine. C'est-à-dire que la gentamicine peut presque toujours être utilisée en bithérapie. Très peu de résistance acquise. Le lendemain, donc voilà, on est toujours sur le Galolyticus. Quels examens complémentaires sont à prévoir à la vue de l'identification de cette espèce bactérienne ? La demoiselle qui a haussé les yeux, l'écharpe grise. Pour aider un peu à la réflexion, en fait, l'idée, c'est d'identifier la porte d'entrée. Coloscopie ? Oui, les digestifs. C ? BC. J'ai BC, j'ai quoi d'autre ? Uniquement C ? Il n'y a que du C. Que du C. Bah oui, c'était que du C. Panoramique dentaire, non, parce que c'est pas pareil pour la radio des sinus, c'est pas une bactérie qui réside dans l'oropharynx, donc non. Le CBU, non, c'est quasiment jamais responsable d'infection urinaire. Les patients ne sont plaignés par écho de prostate non plus. Coloscopie, pourquoi coloscopie ? Donc, Gallo, il appartient, comme je vous l'ai dit, au groupe des streptocoques du complexe bovis, qu'on désigne aussi streptocoques du groupe D, mais on va préférer streptocoques digestifs. Ils habitent au niveau du tube digestif de l'homme, d'autres mammifères, et en gros, on considère qu'il y a à peu près 5% des adultes qui sont porteurs de Streptococcus galolyticus, de façon saine. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il y a une association très forte entre les bactériémies à galolyticus et, premièrement, l'endocardite, c'est-à-dire que 50% des bactériémies à galolyticus vont être associées à des endocardites. Deuxièmement, à des lésions coliques, bénignes à plus graves, adénome, carcinome, polype. 60% des cas. Ça signifie quoi ? Ça signifie que devant toute bactériémie à galolyticus, vous devez systématiquement réaliser une écho cardiaque à la recherche d'une endocardite, une coloscopie à la recherche de lésions coliques, qui seront chirurgicales ou pas, après ça dépend. Ok ? Bien, question numéro 11. Quels sont les éléments cliniques que vous surveillez dans la prise quand vous prenez en charge un patient qui a une endocardite infectieuse? Allons-y. Qui prend la parole? Oh. Monsieur à droite, qui tape sur son ordinateur, qui prend le cours aujourd'hui. Hein?
Ah, il triche. Bon, à vous. Ouais. Non, non, vous. Ça, c'est votre job, votre futur job d'externe et d'interne. C'est, voilà, vous avez un patient d'embolie qui a une endocardite infectieuse. Qu'est-ce que vous devez faire comme surveillance? Pardon? Donc A, C, D, A, A, C, D, c'est ça? A, C, D. Ah là, j'ai du tout. Là, j'ai du tout. Ben oui, c'est du tout. Ben oui, c'est du tout. Disparition de la fièvre, témoin d'efficacité, examen neurologique. Rappelez-vous, les emboles. Les emboles, les emboles, les emboles, les emboles. Il y a un patient qui peut très bien être complètement normal sur le plan neurologique, et boum, il y a une partie de la végétation qui part au niveau du cerveau, et accident vasculaire cérébral. L'oscillation cardiaque normale, oui, parce que le processus infectieux peut faire une destruction de la valve. La recherche d'emboles périphériques, parce que si ça embolise, ça peut emboliser aussi dans une grosse artère, une artère fémorale en particulier. Et la recherche de douleur dorsale fondamentale pour la recherche de spondylodycite. D'accord? En gros, un examen complet tous les jours, quoi. Alors maintenant, les examens paracliniques. Tout? Ah, j'ai un tout là. Ben oui, tout. La numération, parce que très souvent, lorsque se constitue un abcès quelque part, qu'il soit périvalvulaire ou un abcès splénique, un abcès hépatique, etc., il va y avoir une hyperleucocytose relativement importante. La C-réactive protéine, c'est un bon témoin d'efficacité du traitement, même si on peut s'en passer pour prendre en charge une endocardite infectieuse. Les hémocultures, ça c'est plutôt fondamental. Négativation des hémocultures est un témoin d'efficacité. Le dosage chéri des antibiotiques, fondamental, efficacité, toxicité. Et la créate pour l'insuffisance rénale. Alors, au troisième jour, justement, apparaît une difficulté respiratoire avec orthopnée et une majoration du souffle cardiaque. Quel traitement adjuvant doit être discuté pour le patient? Alors, qui c'est qui n'a pas parlé encore? Qui c'est qui n'a pas parlé? Avant, la demoiselle, avant, dernière place. Donc c'est vous, avec l'ordinateur. On vous écoute. Pose d'un pacemaker, chirurgie cardiaque, pose d'une sonde d'entraînement, ablation de la végétation mitrale par voie endoscopique et mise en place d'une assistance circulatoire. Non, ça rigole pas là. B et D? Non, non, mais B et D, c'est ce que j'ai entendu. B et D? B et D. Hein? J'ai pas compris. On fait l'un ou l'autre. C'est intéressant ce que c'est. B. Ben, non, il n'y a, a pas par voie endoscopique aller chercher la végétation. C'est pas réalisable par voie endoscopique. Donc la seule bonne réponse, c'était la chirurgie cardiaque. Comment vous allez faire par voie endoscopique? Il faut rentrer dans une grosse artère, remonter tout. C'est juste pas faisable. Donc la seule bonne réponse, c'était la B. Ouais, peut-être que ça se fera plus tard, hein, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, le patient guéri, une extraction dentaire sous anesthésie locale est programmée dans quelques mois. Parmi les propositions suivantes concernant l'antibioprophylaxie, quelles sont là ou les propositions exactes? Alors, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire que le patient est un sujet à haut risque. Ça repose sur l'amoxicilline.
Elle doit être poursuivie 3 jours après le geste dentaire et ça repose sur la clindamycine en cas d'allergie aux bêta-lactamines. Ça, c'est une question très classique. Alors, qui répond? Monsieur, avec le pull marin. Enfin, je crois que c'est un pull marin. BCE? BCDE? Le D est de trop. L'antibioprophylaxie, c'est ça. Alors d'abord, il y a des patients on considère des patients à haut risque et des patients qui ne sont pas à risque. Et les patients à haut risque, c'est les patients qui ont des prothèses valvulaires. Bon, c'est pas son cas, sauf s'il est opéré. Les cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées. Et surtout, également, les antécédents d'endocardite infectieuse. Pourquoi? Parce que on sait que lorsqu'on a fait une endocardite infectieuse, on a plus de chances que le reste de la population générale de refaire une endocardite infectieuse. Donc, ces 3 types de patients, les porteurs de prothèses, les cardiopathies congénitales cyanogènes et les antécédents d'endocardite infectieuse, c'est des patients qu'on considère à haut risque. Et l'antibioprophylaxie, c'est simple. Ça repose sur l'amoxicilline et c'est pour les gestes dentaires par voie orale dans l'heure qui précède le geste, point. Alors effectivement, toutes les enquêtes d'antibioprophylaxie qui ont été réalisées chez les dentistes montrent qu'on ne fait pas du tout ça. Enfin, les dentistes ne font pas du tout ça, et qui prolongent l'antibiothérapie, mais ce n'est pas les recommandations. Les recommandations, c'est dans l'heure qui précède le geste, point. Et en cas d'allergie à la pénie, eh bien, c'est effectivement la clindamycine qui est proposée, mais toujours selon les mêmes modalités, c'est-à-dire dans l'heure précédant le geste. Ok? Donc c'est hyper simple l'antibioprophylaxie. Il y a des sujets à risque, et puis il y a une molécule, 2 à 3 grammes, 1 heure avant le geste. Point. Ok? Bien. Quels sont les conseils pour éviter une récidive? Quels sont les conseils que vous lui donnez? Pardon? Allez-y. Une bonne hygiène dentaire. A, B, C, D. C'est ça, les bonnes réponses. Bonne hygiène dentaire, c'est quand même la meilleure chose pour éviter les bactériémies à point de départ dentaire et en particulier à streptocoque. Désinfection de toute plaie cutanée pour éviter l'endocardite à staphylocoque. La consultation en cas de fièvre prolongée, oui, parce que, rappelez-vous, il a fait une endocardite, il est plus à risque d'en refaire une. Et D, il ne faut surtout pas d'automédication par antibiotique en cas de fièvre. Il faut qu'il aille consulter son médecin qui... Alors, bien entendu, son médecin verra. Si c'est un épisode viral relativement banal, ça va s'arrêter là. Par contre, si la fièvre persiste, son médecin généraliste devra lui faire des hémocultures. Encore une fois, il est possible de faire des hémocultures en ville. Donc, il ne faut pas, plus tard, que vous hésitiez en tant que médecin généraliste à faire des hémocultures. Ça peut rapporter gros. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ce premier cas d'endocardite à streptocoque Galolyticus. Donc Galolyticus, c'est vraiment là, vous le verrez au cours d'endocardite, point, quoi. C'est vraiment c'est la particularité de cette espèce de streptocoque. Alors on passe au cas clinique numéro 2. Une femme, 75 ans, hypertension bien équilibrée, intervention cardiaque chirurgicale avec mise en place d'une prothèse valvulaire mécanique il y a 4 mois. Donc elle a une prothèse cardiaque. Dénutrition importante, qui a nécessité la mise en place d'un cathéter central jugulaire droit depuis 3 mois pour la renutrir pendant la nuit. Et puis la patiente est adressée aux urgences pour altération d'état général, plusieurs épisodes de frissons et de sueur nocturne. Aux urgences, 38,5. Un souffle non connu d'insuffisance aortique, une tension conservée, pas de signe d'hypoperfusion périphérique, donc pas signe de gravité, 11 grammes d'hémoglobine, 11 000 blancs et une CRP élevée. Vous évoquez le diagnostic d'endocardite infectieuse. Quels sont les arguments en faveur du diagnostic?
Ah, mais non, ça doit rouler, hein. On va accélérer. Allez-y, en plus noir. Non, vous, oui. Je ne sais pas s'il est noir. Oui, tout. Bravo. Bon, je ne reviens pas, hein. La prothèse, la fièvre, l'insuffisance aortique, le syndrome inflammatoire, l'hyperleucocytose. Alors là, on va faire un peu de... on va reprendre la physiopathologie. Quels sont les mécanismes physiopathologiques pouvant conduire au diagnostic évoqué? Alors, petit a, endocardite faisant suite à une bactériémie sur infection de cathéter, endocardite à point de départ dentaire, infection lors de la pose de la prothèse, endocardite à point de départ digestif, endocardite à point de départ urinaire. A et bah oui, à ce stade, j'ai bien compris pourquoi vous avez dit A et C. C'est parce qu'il y a la prothèse, donc vous dites endocardite, il y a 4 mois la prothèse a été mise en place, donc on pense qu'éventuellement il peut y avoir une endocardite sur prothèse, et puis il y a le cathéter, donc le A et C. Mais là pour l'instant, vous pouvez tout évoquer. Bah, il a une prothèse, certes, mais il a le droit de faire une endocardite à point de départ dentaire, à point de départ urinaire ou à point de départ digestif. Il peut très bien avoir une endocardite à Streptococcus galolyticus. D'accord? Donc, et en plus, il a une prothèse. Alors, dans toutes les maladies infectieuses, en particulier l'endocardite, je pense que si, imaginons que vous ayez un grand trou sur la clinique, eh bien, si vous vous rappelez la physiopathologie, eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir. Je m'explique. Dans l'endocardite infectieuse, il y a 3 phases. La première phase, c'est le dépôt de fibrilles et de plaquettes sur l'endocarde. La deuxième phase, c'est au cours d'une bactériémie, l'adhésion de la bactérie. Et là, il y a des facteurs qui interviennent, des facteurs propres aux micro-organismes, comme ce qu'on appelle le slime chez les staphylocoques, et puis il y a des facteurs également chez les streptocoques. Bref, donc première étape, fibrine plaquette. Deuxième étape, adhésion des bactéries au cours d'une bactériémie. Et puis ensuite, la végétation qui se constitue et tout ce qui va derrière. Une fois que la végétation est là, elle peut se fragmenter. Donc, si elle se fragmente, ça peut entraîner des foyers septiques secondaires. Et puis, bien entendu, lorsqu'il y a une destruction, une insuffisance cardiaque. Et attention à ça, c'est un faux frère. Un anévrisme mycotique, ce n'est pas des anévrismes liés à des champignons. D'accord? Très souvent, du temps où les étudiants rédigeaient à la main les questions, je me souviens très souvent avoir dire anévrisme mycotique égale agent fongique. Non, c'est quoi l'anévrisme mycotique? L'anévrisme mycotique, c'est une dilatation de la paroi de l'artère. Et il faut vous imaginer, voilà, vous avez tous des vélos, j'imagine. Eh bien, parfois, il peut y avoir une hernie qui se forme sur la roue du vélo, sur la chambre à air de la roue du vélo. Eh bien, c'est une dilatation comme ça. Et le grand risque, c'est quand ça pète. Quand ça pète, quand vous êtes en vélo, vous crevez. Et là, par contre, lorsque ça pète, eh bien, ça entraîne une hémorragie. Puisque c'est une dilatation de la paroi des vaisseaux. D'accord? Donc ça, c'est important puisque c'est, hélas, une complication classique de l'endocardite infectieuse. C'est des patients qui vont faire un accident vasculaire cérébral qui n'est pas d'origine embolique, mais qui est d'origine hémorragique par une rupture d'un anévrisme mycotique. Oui. Fibrine plaquette, des polynucléaires et des bactéries. Voilà, c'est les fameuses lasagnes. Alors, à ce stade, quels sont les examens paracliniques à prescrire indispensables pour le diagnostic? Pardon? Qui a parlé là? Oui, allez-y. Très bien. Le A. Le C. Le B aussi. Pourquoi? Parce que là, elle a un cathéter, rappelez-vous, endocardite associé aux soins. Donc elle a un cathéter, et donc l'une des hypothèses, je dis bien l'une des hypothèses, à ce stade on est dans l'hypothèse, c'est qu'éventuellement elle puisse avoir une infection de cathéter
qui pourrait être le lit de la bactériémie, et cette bactériémie pourrait être responsable éventuellement de l'endocardite. Donc c'est important de savoir si oui ou non il y a une infection de ce cathéter. Je vais juste préciser peut-être par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, ne pas prélever sur le cathé, sur un Mm. cathé nouvellement posé pour prendre en charge la patiente, évidemment. Où là, ce que vous allez faire pousser potentiellement, ce seront des contaminants. Vous ne saurez peut-être pas faire la différence. Donc là, c'est différent parce que là, on suspecte une infection sur ce cathé central qui a été posé auparavant. Et dans tous les cas, il faut faire toujours en parallèle et le cathé et la périphérie, jamais uniquement le cathé. C'est ça le message. D'autant plus qu'avec les machines modernes qu'on a dans les laboratoires, on peut faire ce qu'on appelle la différentielle de positivité, c'est-à-dire de savoir si, imaginons que les mocs périph et les mocs cathés soient positives, toutes les deux positives, en fonction de la machine automate d'hémoculture qu'on a, on peut avoir ce qu'on appelle la différentielle de pouce, c'est-à-dire est-ce que c'est l'hémoculture prélevée sur le cathéter qui a été positif avant l'hémoculture prélevée en périphérie avec un différentiel de 2 heures. Et ça c'est important parce que si vous avez cette différentielle de 2 heures, eh bien ça oriente vers le diagnostic que la source elle est sur le cathéter et que la périphérie c'est simplement le reflet de la bactériémie secondaire. D'accord ? Et ça on s'en sert, enfin nous on s'en sert énormément sur les infections de cathéter dans le secteur d'oncologie pour savoir si oui ou non, est-ce que le porte A4 il est infecté ou pas infecté, et ça c'est un élément important. Donc, alors, attention, question un peu difficile, c'est vous décidez de débuter un traitement antibiotique. Parmi ces propositions, quelles sont celles que vous retenez? Est-ce que vous traitez par un glycopeptide avec de la gentamicine, avec un glycopeptide, mais cette fois-ci par voie orale, de l'amoxicilline à forte dose, de la gentamicine en monothérapie par voie veineuse, un macrolide en monothérapie par voie veineuse? Alors, qui répond? Qui répond? Allez, allez, mademoiselle. Voilà, je savais que vous vouliez répondre, ça se voyait. Qu'est-ce que, en termes, on va dire probabilistes, quelle bactérie vous devez cibler? Sur une patiente qui a eu une pause d'un cathé il y a 4 mois, qui a eu une prothèse il y a 4 mois et qui a un cathé depuis. Hein? Ah ben voilà. Ben voilà. Ok, glycopeptides papéros. Tout le monde est ok pour papéros, les glycopeptides? Les glycopeptides péros, en fait, ça ne diffuse pas. Ça reste localisé au niveau digestif. Ça ne fait que transiter. Donc, c'est utilisé pour décontaminer éventuellement le tube digestif ou pour traiter des infections au niveau local, mais c'est tout. Okay. Donc, la bonne réponse, c'était vraiment vous ciblez le staphylocoque. Et en plus, si c'est un streptocoque, avec les glycopeptides, vous êtes actif. Voilà. Donc là, il faut vraiment. C'est pas une endocardite sur valve native. Vous êtes sur une endocardite sur prothèse chez une personne à risque parce qu'elle a un cathéter central qui. Oui. Et donc, il faut taper aussi sur les staphes métillaires. Et les staphylocoques à coagulase négative qui sont très souvent résistants à la méticilline. Il y a plus de staph à coagulase négative résistants à la méticilline que de staph doré métillaire maintenant. Et il faut prendre. Oui. Alors, il y a toujours un risque de toxicité, sauf que là, c'est une antibiothérapie qui est probabiliste et qui va être de courte. Enfin, cette notion de probabiliste va être de courte durée parce que très, très rapidement, vous allez avoir des hémocultures positives et vous allez pouvoir adapter votre traitement. Mais les recommandations sur les endocardites, on va le voir, sur les endocardites sur prothèse à staphylocoque, c'est Vanco, Genta, plus ou moins un autre antibiotique. Voilà. Oui. Oui. Alors pourquoi on associe glycopeptide et Genta? C'est parce que la vancomycine est lentement bactéricide. Il faut à peu près attendre 48 heures pour qu'elle soit bactéricide. Et que lorsque vous faites Vanco plus Genta, vous devenez bactéricide.
Vous avez une synergie Vanco-Genta sur les staphylocoques. Alors, le laboratoire fait bien son job. Les hémocultures sont positives, avec un Staph aureus sensible à la méticilline de phénotype identique sur les 2 premières hémocultures. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce stade-là? Je ne modifie pas l'antibiothérapie, donc je laisse Vanco-Genta. Je substitue la Vanco par une pénicilline du groupe M à forte posologie. Je remplace la Vanco par aussi une pénicilline du groupe M par voie orale. J'arrête la vancomycine en laissant l'aminoside. Je change la Vanco par un macrolide et je laisse la Vanco et j'arrête la Genta. Alors, vous faites quoi? La B. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la B? La bonne réponse est effectivement la B. Donc je ne modifie pas l'antibiothérapie, c'est une erreur parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez que c'est un staphylocoque doré sensible à la méticilline. La B, c'est vraiment ce qu'il faut faire. La cloxacilline ou l'oxacilline, c'est plus actif sur les staphylocoques que ne la Vanco. Ça, non. Pas de pénicilline du groupe M pour traiter des infections sévères comme une endocardite infectieuse. J'arrête la Vanco en laissant l'aminoside, la réponse est bien entendu non. La macrolide, la réponse est non. Les macrolides sont bactériostatiques. Et je laisse la Vanco et j'arrête la Genta, la réponse est non. C'est un Staph méties, il faut mettre une pénicilline du groupe M. D'accord? Oui. Alors, normalement, vous avez une endocardite à Staph doré sur prothèse, eh bien les recommandations, c'est effectivement de laisser la gentamicine. Il a été maintenant écrit que l'on peut traiter les endocardites sur valve native à Staph doré méticilline sensible sans mettre d'aminoside. D'accord? Donc ça, c'est faisable. Voilà. Après, il y a des questions de centre. Pour certains continuent à faire de la gentamicine pendant 3 à 5 jours, ce qui est mon cas. Mais retenez, valve native, Staph doré, vous pouvez mettre que de la cloxacilline par voie veineuse. À toi. Encore une fois, un petit rappel sur la sensibilité des staph aux antibiotiques. Donc tout staph confondu. Ils sont, pour la plupart, plus de 90% résistants aux pénicillines, sauf pénième, parce que plus de 90% ont une pénicillinase. Donc, contrairement aux streptos qui n'ont jamais de pénicillinase, les staph ont presque toujours une pénicillinase, mais les pénièmes continuent à être actives. Ensuite, la résistance à l'ensemble des bêta-lactamines, elle est acquise par la PLP2A, donc c'est ce qu'on appelle les staph méties R, et ça concerne 25% des staph dorés en milieu hospitalier, et plus de 50% des staph à coagulase négative. Donc c'est ce qu'on disait. À chaque fois que vous suspectez un staph coag-neg, il faut démarrer un traitement probabiliste par glycopeptide, parce que largement plus de 50% d'entre eux sont métiers. Et globalement, ils sont naturellement sensibles aux glycopeptides avec relativement peu de résistance acquise à ces glycopeptides. Ils sont naturellement sensibles aux macrolides et apparentés, mais là encore avec des résistances acquises qui sont fréquentes. Et ils sont naturellement sensibles aux aminosides, avec encore une fois des résistances acquises relativement fréquentes, sauf pour la Genta. La Genta qui est dans plus de 95% des cas actifs chez les staph dorés. Moins souvent, c'est les staph coag-neg qui sont par contre fréquemment résistants. Donc pour les staph coag-neg, quand vous aurez à traiter une infection sévère, vous aurez vraiment absolument besoin d'un antibiogramme et d'adapter à cet antibiogramme. Les antibiotiques actifs sur les acides nucléiques, en particulier les fluoroquinolones, ils sont naturellement sensibles et en général avec assez peu de résistance acquise aux fluoroquinolones, rifampicine et sulfamide. Je te laisse faire le... Donc ce tableau vous résume les principaux traitements des infections à staphylocoque, et puis on a rajouté les fameuses bactéries un peu particulières. Donc les staph sensibles à la méticilline, le traitement de référence c'est la pénicilline
du groupe M, plus la gentamicine CN prothèse, auquel, alors là, c'est aussi, tout le monde n'est pas d'accord, en particulier en Europe, mais en France, on fait pénicilline du groupe M, Genta, plus rifampicine, si le patient est porteur d'une prothèse, donc endocardite sur prothèse. Voilà. Pour les staph résistants à la méticilline, c'est la vancomycine, plus la gentaciprothèse, plus ou moins un autre anti staphylococcique. Bon, les fameuses bactéries du groupe ASEC, c'est plutôt une céphalosporine de 3e génération. Pour les Bartonelles, on ne sait pas trop, mais classiquement, c'est Amox plus Genta dans un premier temps, ou Doxy plus Genta. Et puis Coxiella burnetii, alors ça c'est très particulier, parce que c'est un traitement qui associe un antibiotique à la doxycycline, plus de l'hydroxychloroquine, le plaquenil, parce que ça améliore l'efficacité de la doxycycline sur cette bactérie très particulière. Voilà. Oui, vous avez Ouais, ouais. En France, on recommande une trithérapie dans les endocardites sur prothèse à staphylocoque. C'est pas consensuel en Europe. Les gens font plutôt que de la bithérapie. En France, ouais. Oui, parce qu'on n'avait pas encore vraiment assuré le diagnostic d'endocardite sur prothèse, mais ce patient-là, il pourrait être traité avec une trithérapie. Alors, la rifampicine, là aussi, c'est une histoire d'école, mais la rifampicine, on ne l'introduit pas tout de suite, la rifampicine. Pourquoi? Parce que on sait que la rifampicine est staphylocoque, il y a un risque de sélectionner très rapidement une souche résistante à la rifampicine. Donc, on commence par soit Vanco-Genta, soit Cloxa-Genta, et au bout de 3 à 5 jours, quand on a diminué l'inoculum, on introduit la rifampicine. C'est ce qu'on fait également dans l'infection osseuse. Alors le traitement des endocardites à hémoculture négative, si vous n'avez rien, c'est soit de l'amoxicilline ou de l'amoxicilline acide clavulanique. Et en fait, maintenant, récemment en Europe, quelqu'un qui a une endocardite aiguë grave, le traitement c'est Amox, Genta et Cloxa. Pourquoi ça? Parce que les endocardites aiguës graves, c'est souvent du staphylocoque. Donc avec Oxa plus Genta, vous êtes actif sur les staphylocoques. Et il s'avère aussi que ça peut être aussi du streptocoque. Et donc dans ces cas-là, on rajoute l'amoxicilline. Donc maintenant a été actée cette trithérapie dans les endocardites aiguës graves en Europe. Et il est tout à fait important d'avoir une sérologie coxiella parce que vous voyez que là on a un vrai trou dans le spectre, c'est les coxielles. Et si on a une valve prothétique, si la pose est inférieure à 1 an, on fait Vanco plus Genta plus ou moins rifampicine. Et si la pose est supérieure à 1 an, on rejoint l'antibiothérapie des endocardites sur valve native. Alors, ça se complique. Ça se complique parce qu'une semaine après le début du traitement, la patiente se plaint d'une hémiparésie du membre supérieur droit. Quelles complications suspectez-vous? Facile. Donc, les bonnes réponses sont B, A et C. Tout à fait. Donc, soit un phénomène embolique, soit un phénomène hémorragique, soit un phénomène infectieux. S'il y a une partie de la végétation qui part, ou alors une bactériémie avec le staphylocoque, il peut très bien constituer un abcès du cerveau. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites comme examen complémentaire pour aller dans le sens de vos diagnostics évoqués? Qu'est-ce que vous faites? Alors? Ah, personne là? Un Doppler? Un E? Un Doppler de là? Vous ne savez pas? Eh bien, vous évoquez une hémorragie, un embole, un abcès. Il faut faire une imagerie soit par un scanner sans et avec injection. Sans injection, vous verrez de manière spontanée l'hémorragie. Une IRM avec et sans injection de gadolinium, c'est tout à fait possible. Ça donne des images encore plus fines que le scanner, mais ce n'est pas disponible
partout et surtout en urgence. Et puis un angioscanner. Pourquoi un angioscanner? Parce que si vous êtes face à une hémorragie, eh bien, ça évoque le diagnostic d'anévrisme, de rupture d'anévrisme. Et il faut regarder s'il n'y a pas d'autres anévrismes, parce que parfois, il y a une sanction thérapeutique à aller ce qu'on appelle emboliser l'anévrisme mycotique. Donc, A, C et probablement D dans un deuxième temps. OK? Donc, la conclusion de ces 2 cas cliniques sur les endocardites repose en 7 points. Premièrement, l'incidence de cette maladie est stable, et ce qui veut dire que vous verrez autant, voire plus d'endocardites, eu égard au fait que, en fait, à la fois la population continue à vieillir, et puis, rappelez-vous, endocardite associée aux soins, 25%. Ça risque de monter. Il y a une augmentation des endocardites sans cardiopathie antérieure connue et augmentation des endocardites liées aux soins. On a vu au cours du temps une modification de la répartition des micro-organismes. La place prépondérante prise maintenant par les staphylocoques, en particulier les staph dorés, ceci à mettre en parallèle avec les endocardites associés aux soins. Et puis la place très particulière, on a insisté beaucoup là-dessus, de cette fameuse espèce de streptocoque, Galolyticus. Réflexion nouvelle sur l'antibioprophylaxie. Avant, on faisait une antibioprophylaxie assez large devant toute patient ayant une IA, une IM, une ARM, etc. Maintenant, c'est, attention, il y a des patients, il y a 3 groupes de patients pour lesquels on le fait, les autres, c'est non. Et on fait ça maintenant que pour les gestes dentaires, pas pour les coloscopies. On a vécu, nous, le temps où on faisait de l'antibioprophylaxie chez les patients pour des coloscopies ou des gestes d'endoscopie urinaire. Maintenant, c'est non, c'est que pour les gestes dentaires. Il faut insister sur la bonne hygiène dentaire. Il faut qu'ils voient le dentiste 2 fois par an. Une augmentation de la chirurgie, 50% des patients sont opérés. Et grâce à tout ça, on a quand même assisté au cours du temps à une diminution de la létalité hospitalière d'une maladie qui reste grave, hein, 15 à 20% encore de mortalité en 2018. Donc c'est une maladie relativement peu fréquente, mais une maladie qui est grave. Et c'est absolument une maladie passionnante, l'endocardite. OK? Bien. Alors on va changer de tunique cardiaque. Cas clinique numéro 3. Alors, c'est un patient de 20 ans qui consulte aux urgences pour des douleurs thoraciques dans un contexte de fièvre à 38. Il n'a aucun antécédent, il a 20 ans, il est en pleine forme. Quels sont les signes cliniques en faveur du diagnostic de péricardite aiguë? Monsieur là-bas. C'est vous, oui. Ah oui, c'est vous. Ouais. Et ABCD. Ah, il y a eux aussi, peut-être. Oui, il y a eux aussi. La E, c'est le stade ultime. C'est-à-dire que lorsqu'il y a tellement de liquide dans le péricarde que le cœur ne peut plus faire ses fonctions de contraction, et donc ce qu'on appelle la tamponnade, parce que ça ne marche plus. C'est comprimé. Alors, un petit mot de physiopathologie, là aussi. La physiopathologie, si vous vous souvenez de la physiopathologie, vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, on va le voir, hein, c'est essentiellement des origines d'origine virale, les péricardites aiguës. Donc, virale, c'est par infection par voie hématogène. Et puis, lorsque c'est des bactéries, soit c'est par voie hématogène, soit par contiguïté. Et les endocardites, ça peut aussi entraîner des péricardites. Ou, le plus souvent, ce qu'on voit dans les péricardites bactériennes, qu'on dit de contiguïté, il y a un foyer intrathoracique et ça va jusqu'au péricarde. Alors, il y a toute une cause, hein, on va pas rentrer dedans, mais vous verrez ça au cours de tout votre cursus. Il y a plein de maladies, il y a plein de circonstances où on peut avoir des péricardites qui ne sont pas d'origine infectieuse. Elles sont ici mises, en particulier celle que moi je vois le plus souvent, c'est ça, hein, des péricardites néoplasiques. L'hypothyroïdie, en 2018, c'est beaucoup plus rare, mais voilà, les péricardites néoplasiques ou post-radiques, c'est vraiment des choses que l'on voit, et puis bien entendu les péricardites au cours des maladies de système. Alors, c'est quoi la péricardite? Comment ça se présente? Il y a de la fièvre, le plus souvent 38,5. Et puis, il y a cette fameuse douleur rétrosternale qui est très caractéristique, hein, parce qu'elle est majorée par l'inspiration profonde, par la toux, par les changements de position, et elle est soulagée
par la position assise ou penchée en avant, et ça c'est assez typique, les patients qui ont des péricardies qui sont comme ça, quoi, parce que ça les soulage. À cette douleur qui est vraiment le signe important, hein, peut être associé des palpitations ou des difficultés respiratoires. À l'examen physique, on peut entendre, mais alors il faut avoir une oreille. Faut déjà avoir entendu des signes cardiaques d'une péricardite. En fait, c'est comme du papier de soie que l'on froisse. Donc, voilà, voilà, c'est une sensation de papier de soie. Alors, si vous n'avez jamais entendu ça, c'est difficile de l'entendre. Et puis, le stade ultime, bien entendu, c'est la tamponnade, qui est grave. Alors, quels sont les examens complémentaires que vous demandez pour faire le diagnostic de péricardite? Grand classique. Allons-y. Qui parle? Monsieur, l'ordinateur là. Vous connaissez moins la péricardite que l'endocardite, hein? C'est relatif. On en voit des péricardites, hein, c'est A, D. Ouais. A, C et D. Alors, explication de ça. Alors, le A, ECG, classiquement, il y a un sus-décalage du segment ST, un sous-décalage du segment PR et un aplatissement de l'onde T. C'est vraiment un grand classique. Alors ça, je pense que en termes de QCM pour le CN, ça peut tomber ça, parce que les cardiologues raffolent de ça. La radiographie du thorax, il y a du liquide dans le péricarde, donc c'est gros, donc il y a un élargissement de la silhouette cardiaque. Et je vous ai mis en gras ce qui fait le diagnostic en 2018 de la péricardite, c'est l'échographie. C'est important, ça vous montre qu'il y a du liquide, donc vous faites le diagnostic positif. Et puis ça vous dit s'il y en a beaucoup ou pas. Et ça c'est aussi important. En particulier, vous verrez, il y aura une surveillance en échographie parce qu'il arrive un moment où parfois il faut faire autre chose que du traitement symptomatique. Bon, quelque chose de très particulier qui est ce qu'on appelle la péricardite constrictive, où là on a l'épaississement des feuillets que l'on peut voir en particulier en cas de tuberculose. Alors, les micro-organismes que vous évoquez, quels sont-ils? Quels sont les micro-organismes responsables fréquemment de péricardite aiguë? Allons-y. Qui parle? Là, au premier rang. Vous. En vert, oui. Vous n'êtes pas vert? C'est pas vert, ça? Voilà, c'est la lumière. La trousse, elle est verte, non? Alors, allez-y. Donc, A. C. Pardon? Et pneumocoque, E. Et maintenant, si on vous dit les plus fréquemment responsables, parfait. Tu veux faire? Allez. Donc les virus. Entérovirus les plus fréquemment responsables, Coxsackie A et B, écovirus, poliovirus, enfin poliovirus un peu moins aujourd'hui quand même. Donc, dans la catégorie des entérovirus responsables de péricardite, c'est surtout Coxsackie A et B. Après, on a aussi les mixovirus, les virus de la grippe, de la rougeole des oreillons, et puis tout un tas d'autres virus, rubéole, adénovirus, VZV, CMV, BV, herpès, un peu de tout ce qu'on veut. Parmi les bactéries responsables, donc principalement le pneumocoque, en effet, et derrière, on peut retrouver plein de bactéries, le staph doré, le Mycobacterium tuberculosis, donc le BK, les salmonelles, mycoplasme, chlamydia, toutes les bactéries atypiques, enfin ce qu'on appelle les bactéries responsables de pneumopathie atypique. Le méningocoque est également fréquemment responsable de péricardite. Voilà. On peut tout évoquer.
Après, en termes de parasites, on peut en retrouver aussi. L'agent de la toxoplasmose sur les patients, chez des patients immunodéprimés, les amibes, Entamoeba histolytica, les schistosomes, et puis aussi des champignons, aspergillus, des levures, candida, cryptocoque. Enfin, en gros, on peut tout avoir, tout le panel. Parmi les propositions suivantes, pour faire le diagnostic étiologique, quelles sont là ou les propositions exactes? Qui veut y aller? Alors? CE. A. Recherche virale par PCR dans la gorge. Hémoculture. Recherche virale sur liquide péricardique. 6 ponctions faites. Autre chose? Sérologie virale? Ah oui, on cherche des virus, alors on va faire des sérologies. Hein. Autre chose? Les PCR seulement dans la gorge? PCR virale? Les entérovirus, ils sont excrétés dans les selles. Donc, c'était tout. Donc, comme je vous le disais, les entérovirus, ils sont excrétés dans les selles. Donc, les PCR virales, elles doivent se faire à la fois dans la gorge et dans les selles. On peut demander également des cultures et pas seulement de la PCR. Les sérologies virales, elles peuvent être demandées même si le rendement est faible. Le rendement est faible parce que c'est toujours un peu difficile de distinguer infection ancienne, infection récente, de savoir si c'est vraiment, si c'est pas forcément contributif, on va dire. Les hémocultures, oui, si on est dans le cadre d'une péricardite bactérienne. Recherche de Mycobacterium tuberculosis, en particulier si le contexte est évocateur et si le patient est à risque d'infection tuberculeuse. Et évidemment, ce qui sera le plus contributif, c'est le liquide péricardique si la ponction est faite, aussi bien par culture que par biologie moléculaire, virale comme bactériologique. Un petit rappel rapide sur la physiopathologie des infections à entérovirus. Donc, ce sont des virus qui sont ingérés au niveau de l'oropharynx et qui vont en fait habiter au niveau de la muqueuse digestive, alors que ce soit l'oropharynx ou l'intestin, et ensuite après ils sont excrétés donc de façon prolongée dans le milieu extérieur par les selles. À partir de ce tube digestif, ils vont atteindre le tissu lymphoïde. Donc, quand c'est via l'oropharynx, ce sera les amygdales. Quand c'est via l'intestin, ce sera par les plaques de Peyer. Derrière ça, il y aura une virémie. Et à partir de cette virémie, les virus pourront atteindre tout un tas d'organes cibles. Ça va du système nerveux central à la conjonctive, la peau, le tissu cardiaque, etc. Donc, en ce qui nous concerne là aujourd'hui, c'est le tissu cardiaque. Donc, vous êtes face à une péricardite aiguë. Qu'est-ce que vous faites sur le plan du traitement? Pardon? Donc, vous dites le C. La E si besoin, oui. Et que ça? Ah ouais. Dans les péricardites aiguës, d'origine virale essentiellement, le traitement repose les antalgiques parce que ça fait mal, l'aspirine parce que c'est le traitement des péricardites aiguës, et bien entendu l'évacuation de liquide si tamponnade. Donc n'oubliez pas l'aspirine, hein, c'est vraiment le traitement de fond, et c'est des fortes posologies d'aspirine. Pour l'aspect inflammatoire. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc aspirine si péricardite virale, et dans les formes récidivantes, on peut proposer aussi la colchicine, mais ça sera donné de deuxième intention. Dernière question, quelles sont les complications de cette maladie? Qui répond? A, B, D. D? Et il en manque un.
L'une des complications, en particulier les patients qui font des péricardites aiguës récidivantes, c'est d'avoir en fait un épaississement des feuillets qui va entraîner ce qu'on appelle une constriction par chronicité. Et ça peut être embêtant parce que ça retentit secondairement sur la fonction cardiaque, en particulier sur la fonction cardiaque droite, et les patients pour lesquels on peut proposer carrément d'enlever le péricarde pour empêcher ce problème de constriction. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'après, il y avait la myocardite, mais le myocardite, ce n'est pas vraiment au programme de l'ECN, donc on va s'arrêter à la péricardite pour vous laisser souffler avant le cours suivant. Ça vous va? Ça vous a plu? Bien.